On entend souvent que tout va mal, que l'écologie recule, que personne ne fait rien, que les gouvernements ne bougent pas, que les industriels gagnent toujours. Et franchement, oui, il y a des raisons de s'inquiéter. Mais, si on ne regarde que les mauvaises nouvelles, on finit par croire que l'action ne sert à rien. Alors, comme chaque mois, on va faire l'inverse. On va regarder ce qui a avancé. Pas pour se rassurer, pas pour se raconter des histoires, mais pour voir ce qui change réellement. Bienvenue dans les 5 bonnes nouvelles écolo du mois. Janvier-février 2026. Et ce mois-ci, on parle d'un gouvernement français qui appelle à réduire la viande, de riverains lyonnais qui attaquent en justice des industriels au PFAS, d'une interdiction nationale des balades à dos d'éléphants indonésiés, du retour des faucons fauves en Europe et d'un ferry électrique qui change la donne en Suède. Des petites choses ? Ah oui, peut-être. Des signaux ? Oui, certainement. Allez, on commence par la première. Première bonne nouvelle, la France appelle officiellement à limiter la consommation de viande. Alors, ça peut paraître banal. On entend parler de moins de viande depuis des années. Mais cette fois, ce n'est pas une ONG. Ce n'est pas un collectif militant. Ce n'est pas un rapport d'experts isolés. C'est le gouvernement français. Dans sa stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat 2025-2030, l'État appelle clairement à limiter la consommation de viande et de charcuterie. Pourquoi c'est important ? Parce que l'alimentation représente environ 22 à 25% de l'empreinte carbone des Français. Et dans cette part, les produits carnés, surtout le bœuf, pèsent lourd. Pour donner un ordre de grandeur, 1 kg de bœuf, c'est jusqu'à 20 à 30 kg de CO2. 1 kg de lentilles, c'est environ 1 kg de CO2. Donc 20 à 30 fois moins. On n'est pas sur le même ordre de grandeur. Alors attention, le gouvernement ne dit pas interdiction, il dit réduire. C'est une recommandation, mais symboliquement c'est majeur. Pendant longtemps, la question alimentaire était traitée sous l'angle sanitaire. Aujourd'hui, on est clairement lié au climat. Et ça, c'est un changement de discours officiel. Est-ce que c'est suffisant ? Non. Est-ce que c'est contraignant ? Pas vraiment. Est-ce que c'est un signal politique ? Oui. Et en matière de transition écologique, les signaux, ça compte. Parce qu'ils préparent le terrain à des mesures plus structurantes. La vraie question maintenant, c'est est-ce que les Français vont suivre ? Est-ce que ça va influencer la restauration collective ? Est-ce que ça ouvre la porte à des politiques agricoles plus cohérentes ? On surveillera ça. Mais en attendant, c'est un pas. Et dans une transition, les pas, ça compte. Allez, on passe à la deuxième bonne nouvelle, et là on va parler justice environnementale. La deuxième bonne nouvelle, ça peut surprendre. Parce que le sujet n'est pas moins de pollution au PFAS. La pollution existe toujours, et elle est massive. Mais ce qui change aujourd'hui, c'est la réponse collective. Au sud de Lyon, dans ce qu'on appelle la vallée de la chimie, près de 192 habitants, dont des adultes et des mineurs, ont décidé d'agir en justice contre 2 géants de l'industrie. C'est un signal fort pour plusieurs raisons. Ces habitants estiment que ces industriels sont responsables de décennies de contamination aux substances et polyfluoroalkylés, communément appelés PFAS, ou polluants éternels. Ces molécules sont extrêmement persistantes dans l'environnement, présentes dans l'eau, le sol et l'air, accumulées dans des organismes humains et liées à des effets sur la santé. Cancer, troubles thyroïdiens, retard de développement, ce n'est pas anodin. Alors quelques chiffres pour mieux comprendre du coup de quoi il s'agit. Déjà on sait que c'est 192 personnes qui ont rejoint cette action collective. Elles réclament 36,5 millions d'euros de réparation pour leurs préjudices. Et plus de 200 000 personnes vivent sur ce territoire affecté. Et ce projet civil est déjà considéré comme l'un des plus importants en Europe contre des pollueurs pour des PFAS. Alors attention, ce n'est pas encore une condamnation, c'est une demande de justice, une action collective, et surtout, c'est un signal politique et juridique fort.
Pourquoi c'est une bonne nouvelle ? Parce que pendant longtemps, les victimes n'avaient pas de recours réel. Aujourd'hui, elles demandent réparation et elles forcent l'expression d'un principe simple. Le pollueur-payeur doit s'appliquer aussi aux polluants éternels. Ce n'est pas juste du droit, c'est une pression citoyenne, un rôle visible de la justice environnementale et un pas vers une reconnaissance que certains dégâts n'ont rien de invisible. Petit rappel, les PFAS, ces substances qu'on utilise dans les poêles anti-adhésives, les textiles imperméables, les cosmétiques aussi et les emballages, sont si persistants qu'on les appelle polluants éternels. Ça veut dire qu'ils ne disparaissent pas, ils restent dans l'eau et les sols, et ils contaminent progressivement les chaînes alimentaires. C'est une pollution qui est difficile à éliminer, mais cette action collective montre que la société ne veut plus accepter l'impunité des pollueurs. Alors non, on n'a pas nettoyé les PFAS. On n'a pas encore une loi miracle, mais on a des citoyens qui refusent l'inertie et qui saisissent la justice. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Allez, on passe à la troisième bonne nouvelle. Et cette fois, on quitte l'Europe pour parler bien-être animal en Asie. On quitte la France, on quitte l'Europe, direction l'Indonésie. Et cette fois, on parle bien-être animal. Début 2026, le gouvernement indonésien a annoncé l'interdiction des promenades à dos d'éléphant dans les zones et centres de conservation à l'échelle nationale. C'est une première en Asie. Alors, ça peut paraître symbolique, mais en réalité, ça ne l'est pas du tout. Les balades à dos d'éléphant sont souvent représentées comme une attraction touristique traditionnelle, une manière de financer la conservation et une expérience authentique. Mais la réalité est moins romantique. Pour qu'un éléphant accepte de porter des humains, il est capturé jeune, il est séparé de sa mère, il est soumis à des techniques de dressage plutôt violentes, et du coup, il est maintenu en captivité. Les ONG dénoncent ces pratiques depuis des années. Et l'Indonésie est un pays clé, car elle abrite encore des populations d'éléphants d'Asie, une espèce classée en danger par l'UICN. On estime qu'il reste environ 40 000 à 50 000 éléphants d'Asie dans le monde, dont une partie significative en Indonésie. Alors pourquoi c'est un signal fort ? Parce que ce n'est pas une décision locale, ce n'est pas un parc isolé qui change ses pratiques. Là, on est sur une interdiction nationale. Ça signifie que l'État reconnaît que le divertissement touristique ne justifie pas la souffrance animale. Et dans une région où le tourisme animalier est économiquement important, c'est un choix courageux. Est-ce que ça règle tout ? Non, parce que les éléphants restent menacés par la déforestation, l'expansion des plantations et les conflits avec les humains. Mais cette décision marque un tournant. On passe d'un modèle d'exploitation à un modèle qui tend vers la protection. Et ça, dans un pays émergent, ce n'est pas anodin. Ce genre de mesure montre quelque chose d'intéressant. Les mentalités évoluent. Le regard sur les animaux, il change. Et le tourisme, il s'adapte. On commence à comprendre qu'un animal sauvage, ce n'est pas une attraction mobile. Donc, 3 bonnes nouvelles et déjà 3 dynamiques différentes. Une recommandation politique en France, une action citoyenne en justice à Lyon, et une interdiction nationale en Indonésie. Allez, on passe à la 4e, et là on va parler biodiversité européenne. Alors, on parle souvent de transport et de climat. On parle beaucoup de voitures, un peu des avions, presque jamais des ferries. Et pourtant, le transport maritime, ça représente environ 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Bon, ok, ça peut sembler peu, mais à l'échelle mondiale, c'est massif. Et dans les zones urbaines, les ferries traditionnelles fonctionnent souvent au diesel. Donc avec des émissions de CO2, des émissions de particules fines et de la pollution sonore. Bref, pas l'idéal pour des villes qui veulent respirer. À Stockholm, un nouveau ferry électrique vient d'entrer en service. Et les chiffres sont plutôt impressionnants.
jusqu'à 94% de réduction des émissions directes par rapport à un ferry thermique équivalent. Une réduction massive du bruit et une suppression quasi totale des émissions locales de particules. Alors ce n'est pas un prototype expérimental, c'est un ferry qui transporte des passagers au quotidien. Pourquoi c'est une bonne nouvelle ? Ce n'est pas une promesse 2040. C'est opérationnel. Et surtout, le transport fluvial est déjà plus efficace que la route en termes d'énergie par passager. L'électrifier multiplie encore cet avantage. Donc dans une ville comme Stockholm, où l'eau structure la mobilité, ça peut transformer durablement le système de transport. Ce genre d'innovation a un effet domino. Si ça fonctionne économiquement, si ça fonctionne techniquement, d'autres villes portuaires peuvent suivre. Copenhague, Amsterdam, Oslo, même des villes françaises. Alors, est-ce que ça règle le problème du transport mondial ? Non, pas trop. Est-ce que ça montre qu'on peut décarboner des secteurs réputés difficiles ? Oui. Et dans une transition écologique, les démonstrateurs, ça compte. Ils prouvent que c'est faisable. Alors, récapitulons. On a vu, ce mois-ci, un signal politique sur l'alimentation, une mobilisation citoyenne contre les PFAS, une avancée pour le bien-être animal et une innovation concrète dans les transports. Allez, on passe à la dernière bonne nouvelle. On parle souvent d'effondrement de la biodiversité. Les populations d'espèces sauvages ont chuté de près de 70% en moyenne dans le monde depuis 1970. Mais parfois, la courbe remonte. Allez, direction la Sardaigne. Pendant des décennies, le vautour fauve avait quasiment disparu de l'île. Empoisonnement, tir, raréfaction des ressources alimentaires. Au début des années 2010, il ne restait plus que quelques couples reproducteurs. Autrement dit, l'espèce était au bord de l'extinction locale. Grâce à un programme de conservation coordonné, protection légale, réintroduction, sécurisation de l'alimentation, la situation s'est inversée. Aujourd'hui, la population compte plusieurs dizaines de couples reproducteurs. Le nombre total d'individus a été multiplié en quelques années et les naissances progressent régulièrement. Ce n'est pas un miracle, c'est le résultat de protection juridique, de coopération scientifique, d'engagement local et d'un changement de regard sur une espèce longtemps mal aimée. Pourquoi c'est important ? Parce que les vautours jouent un rôle écologique crucial. Ce sont des équarrisseurs naturels. Ils éliminent les carcasses, ils éliminent la propagation de maladies et ils participent à l'équilibre des écosystèmes. Et quand ils disparaissent, les conséquences sanitaires peuvent être graves. On l'a vu en Inde dans les années 90. L'effondrement des vautours a entraîné une explosion de chiens errants et de maladies. Le retour des vautours en Sardaigne nous rappelle quelque chose de fondamental. Quand on protège une espèce sérieusement, quand on lui laisse de l'espace, quand on régule certaines pratiques humaines, la biodiversité peut revenir. Pas partout, pas toujours, mais parfois. Et ces parfois sont précieux. Alors oui, les crises écologiques sont réelles. Mais ce mois-ci, on a vu une politique alimentaire qui évolue, des citoyens qui demandent justice face aux polluants éternels, une interdiction forte pour le bien-être animal, une espèce qui revient grâce à la protection et une innovation concrète dans les transports. Ces 5 signaux, ces 5 dynamiques, ces 5 raisons de continuer à agir. Ce mois-ci, on n'a pas sauvé la planète. On n'a pas fait chuter les émissions mondiales, on n'a pas inversé le dérèglement climatique, mais on a vu des choses bouger. Un gouvernement qui reconnaît enfin le lien entre l'alimentation et le climat, des citoyens qui refusent l'impunité des pollueurs éternels, un pays qui dit stop à l'exploitation touristique d'animaux sauvages, une espèce qui revient là où elle avait quasiment disparu, et une innovation concrète qui réduit drastiquement les émissions d'un transport quotidien. Ce ne sont pas des miracles, ce sont des signaux. Et dans une transition écologique, les signaux comptent. Parce qu'ils montrent que l'action existe, que la société évolue, que les décisions changent et que la pression fonctionne. Si on ne regarde que les catastrophes, on finit par croire que tout est foutu et c'est normal.
Si on ne regarde que les bonnes nouvelles, on se raconte des histoires, et c'est normal. L'enjeu, c'est de voir les deux, voilà, de rester lucide, mais de ne pas devenir cynique. Alors voilà pour janvier-février 2026. On continue à surveiller, à analyser, à critiquer quand il faut, à saluer quand c'est mérité. Et on se retrouve le mois prochain pour voir ce qui a encore avancé. Sur ce, je vous dis à vos gourdes et vélos, et à très vite dans Écolo ou pas. Allez, salut!